Bonjour à tous, nous allons commencer notre conférence sur la restitution de notre étude annuelle. C'était la 13e édition sur les pratiques de reporting et rapport RSE avec un thème évident cette année, la CSRD et Omnibus, donc où en sont les entreprises sur le reporting ESG. Pour m'accompagner. On va essayer comme ça. Pour m'accompagner sur la restitution de notre étude, donc, que nous avons menée en partenariat avec BPI, LCL Ecoact et avec le soutien Doré. J'ai le plaisir d'avoir Violaine Delval, donc, qui est directrice transition et impact chez LCL, et Thomas Guillot, Chief Strategy Officer chez Tenaxia. Peut-être en un mot, vous vous présentez Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Violaine Delval, je suis en charge de toute la direction de l'impact, donc qui recouvre les sujets RSE chez LCL, qu'ils soient réglementaires, offres ou innovation à impact. Bonjour à tous, donc Thomas Guyot, directeur de la stratégie. Mon rôle, c'est plutôt d'anticiper le développement de Tenaxia sur les 2 ou 3 prochaines années dans un marché, comme vous le savez, qui est très mouvant. Et auparavant, j'étais cofondateur de Trace, qui développait un logiciel de mesure d'empreinte carbone, qui a été racheté par Tenaxia il y a 1 an. Et donc, j'aurai l'honneur de parler carbone durant cette présentation. Et donc, moi, je suis Céline Garcin-Charcosset, la directrice du conseil RSE chez Tenaxia. Je vais peut-être laisser Thomas nous présenter Tenaxia en quelques mots. Bon, l'objectif, c'est pour les gens qui ne nous connaissent pas de se présenter vraiment très vite en 2 minutes. Donc Tenaxia, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans le développement durable au sens large, c'est-à-dire qu'on propose plusieurs solutions logicielles qui vont de l'ESG carbone, donc des solutions de reporting extra-financier, collecte de données, pilotage d'empreinte carbone. Donc là, plus à destination des directions RSE, financières et climat. Et on a également des solutions logicielles HSE. Donc là, on est vraiment plus au niveau local, dans les usines, sur de la traçabilité et gestion de déchets, sur de la conformité réglementaire. Donc voilà, on couvre, on va dire, toutes les échelles de la hiérarchie au niveau du développement durable. Et si je dois donner quelques informations en plus sur nous, premièrement, on a un acteur historique. On a 24 ans d'existence. C'est bête, mais en fait, des développeurs de logiciels qui ont plus de 20 ans, il n'y en a pas beaucoup. Des développeurs de logiciels dans le développement durable, il y en a encore moins. Et ça nous donne une certaine crédibilité, notamment sur la partie reporting extra-financier avec la CSRD qui arrive, parce qu'en fait, Tenaxia est sur le reporting extra-financier depuis le tout début, depuis les premières normes des PEF. Donc, on a eu plus de 1000 rapports ESG qui ont été audités sur la plateforme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà quelque chose d'assez robuste pour absorber les nouvelles réglementations à venir. Deuxième spécificité, Tenaxia, on propose également de l'accompagnement. Donc on n'est pas seulement éditeur, on a également des équipes en interne qui peuvent accompagner les clients tout au long de l'utilisation de votre produit. Et on a également des partenariats avec les principaux intégrateurs du marché lorsqu'on est sur des sujets un petit peu plus complexes. Et enfin, donc aujourd'hui, on a comme ambition de devenir un leader européen. On est accompagné par un fonds de private equity qui s'appelle Marlin Equity Partner et qui nous aide, entre autres, à avoir plus de financement pour nous développer, pour passer aussi cette phase de turbulence, parce que, comme vous imaginez, avec Omnibus, c'est pas forcément simple tous les jours d'être éditeur de logiciels ESG. Et voilà. Et ça nous permet aussi de faire des acquisitions, comme Trace il y a 1 an et demi et d'autres à venir. Voilà pour la présentation de Tenaxia. Et donc, en quelques mots, LCL, pour ceux qui ne se situent pas complètement sur le paysage bancaire, donc LCL, filiale du groupe Crédit Agricole. Nous, on est un réseau banque de détail avec plus de 1400 agences partout en France et 16 000 collaborateurs. Voilà, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un engagement très fort sur l'accompagnement des transitions énergétiques et environnementales de nos clients. Et ça se concrétise sur le marché des entreprises par une force d'accompagnement assez puissante, puisqu'on a plus de 25 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des transitions, décarbonation, solutions durables, aux côtés des chargés d'affaires corporate sur le marché entreprise. Et pour accompagner ces transitions, donc on a des outils bancaires, bien sûr, comme les financements indexés, mais aussi des partenaires sur lesquels on peut compter pour accompagner ces démarches d'acculturation, de conseil, de trajectoire, et Tenaxia en fait partie. Merci pour ces présentations. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà un
tout petit peu le contexte de notre étude. C'est une étude qui est auto-administrée, c'est-à-dire qu'on interroge directement les responsables en interne des entreprises, que ce soit alors les responsables RSE ou les directions financières, par exemple. Elles vont répondre à nos questions. Donc on a eu un petit peu plus de 200 répondants cette année. Vous voyez la répartition, c'est aussi bien des petites entreprises que des grands groupes, tous secteurs d'activité confondus, une petite majorité d'industriels, principalement des entreprises dont le siège est en France, mais avec une présence à l'international. On avait un certain nombre d'entreprises donc, qui sont soumises à Omnibus, donc on avait un peu tout dans notre panel, à la fois des entreprises qu'on publiait déjà en 2025 sur 2024, des entreprises de la deuxième vague donc, qui devaient publier en 2026 sur 2025, mais qui soit sont au-dessus des seuils, donc devront publier dans 2 ans, soit sont en dessous des seuils. Alors, on est parti à l'époque, si on a interrogé au mois de juin, c'était 1000 salariés, soit en dessous des 1000 et donc potentiellement plus soumis à la CSRD. Et donc, celles qui seraient plus soumises à la CSRD, c'est à peu près 21% de notre panel. Et un certain nombre aussi d'entreprises qui avaient décidé de publier des rapports volontaires, même s'ils n'étaient pas encore soumis à la CSRD. Voilà. Et donc, ce qu'on observe, et ce qui est intéressant, c'est de voir que parmi les entreprises qui étaient soumises à la CSRD, mais qui ne le seraient plus avec Omnibus à 1000 salariés, on va rester sur ce seuil pour l'instant, même si voilà, le débat est en cours, on avait quand même une grande majorité qui avait l'intention de continuer à publier un rapport volontaire, et 83% selon le référentiel VSME. Ce qui est intéressant, c'est que ce référentiel VSME donc, était destiné au départ aux PME, qui n'allaient jamais être soumises à la CSRD. Ce sera probablement la base du futur référentiel pour les entreprises volontaires, mais qui ne seront pas soumises à la CSRD, donc là, qui vont plutôt toucher les ETI. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y a eu un report important des entreprises non soumises vers ce référentiel VSME qui se sont dit, on va continuer à aller sur ce sujet de reporting, mais sous l'angle voilà, VSME à minima, et puis on verra plus tard pour peut-être renforcer un peu nos exigences. Alors peut-être pour commencer sur un premier justement bilan CSRD et finalement perspective avec Omnibus, quels sont ce qu'on a pu constater. Déjà peut-être la CSRD, Omnibus, l'objectif c'est d'alléger la charge des entreprises. Ce qu'on constate comme difficultés qui ont été rencontrées par les entreprises dans la mise en œuvre de la CSRD, principalement le sujet qui a été soulevé, c'est le sujet de la data. C'est quoi exactement derrière ce qu'on entend par la data? C'est à la fois, on va dire, les définitions, donc comprendre les exigences de la CSRD, les définitions, il y a beaucoup d'informations, donc rentrer dans ce détail, c'est quoi les datas à publier. Et l'autre difficulté rencontrée, c'est la volumétrie de l'information à publier. Donc à la fois sur des entreprises, on l'a vu, qui sont quand même une présence internationale, aller collecter toutes ces informations, les centraliser, avoir les bonnes définitions, les consolider, c'est un des sujets importants. Le deuxième sujet qui est remonté comme difficulté par les entreprises, c'est finalement le manque de moyens à la fois humains et financiers. C'était une charge importante de travail pour les entreprises, ça demandait du temps, ça demandait des moyens. Les responsables RSE d'ailleurs nous disent en général, voilà, nous on a passé peut-être 1 an, 2 ans à se mettre en conformité sur le sujet du reporting, en laissant peut-être un petit peu de côté les projets vraiment de transformation de l'entreprise dans un premier temps. Voilà, donc ça c'était, on va dire, les sujets principaux et le délai qui était court. Qui était, voilà, les entreprises ont pris le sujet peut-être un peu tardivement par rapport à leur obligation de publication. Et donc, voilà, mettre en place tout ce qu'il fallait faire, l'analyse de double matérialité, le gap analysis, la collecte d'indicateurs, la publication du rapport, finalement, ça prendrait peut-être un peu plus de temps que ce qu'elles avaient anticipé. Quand on a posé une question qui était là pour le coup voilà, non orientée sur finalement, pour vous, c'est quoi la CSRD? Donc on avait proposé des réponses positives et des réponses négatives. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au final, le premier sujet qui est ressorti, c'est que la CSRD, c'était plutôt un bénéfice. C'était un bénéfice parce que pour 2/3 des entreprises, ce qu'on voit, c'est que c'est finalement un engagement de l'entreprise vers un modèle d'affaires plus résilient. Ça va donc un petit peu à l'encontre de ce qu'on a entendu sur Omnibus, le fait que c'était avant tout vu par les entreprises comme une charge, une lourdeur. C'est le 3e sujet seulement, ce point. Les 2 premiers sujets, c'est emmener les entreprises vers une transition
vers un modèle plus résilient et un meilleur pilotage de la performance de l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les entreprises ont compris finalement la finalité de la CSRD. La CSRD, ce n'est pas un simple exercice de reporting, ça a pour objectif aussi d'amener à la transformation des entreprises pour qu'elles puissent capter plus de financement, ceci étant normalement orienté vers des entreprises plus responsables. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça, et on voit une évolution par rapport à l'an passé. Le premier sujet, donc 69%, l'an passé, on était plutôt à 57% qui avaient compris. Donc on voit que voilà, une année de pédagogie supplémentaire, une année de mise en œuvre par les entreprises font qu'elles ont finalement plus intégré finalement ce sujet. Alors, on a posé aussi la question de omnibus. Est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre ? Ce qu'on a vu, c'est que les avis sont partagés. On a 53% qui sont plutôt pour omnibus. Quand on creuse, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi les entreprises sont plutôt pour omnibus, et donc finalement le délai est supplémentaire et l'allègement, et ben, le premier sujet qui ressort, c'est pas la charge administrative, mais c'est parce que ça va leur laisser plus de temps pour mettre en place tout ce qu'elles ont besoin de mettre en place finalement. C'est pour ça qu'elles sont, entre guillemets, contentes d'omnibus, c'est parce qu'elles ont 2 ans de plus pour les entreprises de la deuxième vague pour se préparer, faire l'analyse de double matérialité, faire le gap analysis et mettre en place les projets. Commencer à mesurer leur empreinte carbone et avoir une trajectoire. Nous, on le voit, les entreprises qui étaient de la première vague ou de la deuxième vague, mais qui ont anticipé, voilà, elles ont commencé sur l'analyse de double matérialité, le gap, et quand elles ont vu finalement tout ce qu'elles avaient à reporter, elles disent « Ah, il y a beaucoup de sujets, bah, je n'ai pas forcément grand-chose, et là, il faut que je publie maintenant, ou bah, je vais peut-être avoir des trous dans la raquette, j'aimerais bien avoir voilà, un peu plus de temps pour pouvoir compléter, et Omnibus va leur laisser ce temps. » C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de voir que finalement, c'est sous cet angle-là que Omnibus est vu comme positif. Alors, le deuxième sujet reste, ça allège la charge des entreprises, 44%, mais ce n'est pas le premier sujet. C'est donc Omnibus est voilà, pas complètement vu de la manière dont c'est conçu. En revanche, celles qui sont plutôt contre Omnibus, pourquoi elles sont contre ? C'est principalement parce que voilà, elles comprennent, et je pense qu'on le vit tous en ce moment, ça crée une instabilité totale sur le futur de la RSE dans les entreprises, dans quel sens aller, dans quelle direction aller, comment prendre le sujet. Voilà, ça crée de l'incertitude. Les entreprises, finalement, ne savent plus trop sur quel pied danser, et on en a encore pour à peu près voilà, c'est probablement 6 mois à être dans ce flou de savoir vers où on va tendre. Ce qu'on constate aussi, c'est que le deuxième sujet dans les points négatifs d'Omnibus, c'est que ça va amener à un désengagement de certaines fonctions dans l'entreprise. La CSRD avait eu pour vocation d'embarquer un certain nombre de directions dans les entreprises. Et là, on voit que certains voilà, se disent « bon, c'est plus peut-être ma priorité, je vais peut-être revenir à mes sujets quotidiens, typiquement avec le contexte économique actuel. Voilà, il y a beaucoup de sujets pour les entreprises, notamment financiers, et donc ça crée un léger désengagement de certaines directions dans les entreprises. Ce qui est intéressant de noter quand même, et avant de laisser la parole peut-être à LCL pour rebondir et donner son point de vue sur la banque, c'est justement pourquoi les entreprises décident quand même de continuer malgré Omnibus. Pourquoi elles continuent sur ces rapports volontaires, pourquoi elles continuent à publier de l'information. C'est parce que finalement les sujets ESG, ça ne concerne pas uniquement le reporting pour la CSRD, mais ça permet aussi de répondre à beaucoup de parties prenantes qui interrogent les entreprises, premier rang desquelles les clients, qui vont passer par des questionnaires soit type EcoVadis, soit en direct, mais également, on le voit aussi, une montée en puissance des demandes des investisseurs et des banques qui posent beaucoup de questions aussi aux entreprises. Et donc, l'ambition des entreprises, c'est de dire je vais faire mon rapport volontaire si je suis plus soumis, et ça me permettra de répondre voilà, à un certain nombre de parties prenantes, et peut-être au premier rang desquelles les banques. Alors peut-être le point de vue de LCL sur ce sujet. Merci Solène. Oui, effectivement, je peux que aller dans ce sens. Nous, ce qu'on a observé, c'est que la CSRD avait quand même été un accélérateur très fort en termes de structuration de la démarche chez nos clients entreprises,
que ça leur a permis quand même de créer un dialogue et d'instaurer un dialogue sur ces sujets à différents niveaux de l'entreprise. Et ça, c'était très, très important. Et finalement, d'avoir des outils, un diagnostic, une trajectoire, des datas qui sont essentiels. Et ce reporting, comme tu le disais, Solène, il ne sert pas que des exigences réglementaires. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que nous aussi, en tant qu'investisseurs financiers, institutionnels, qu'on soit fonds d'investissement, banque ou assureur, on intègre maintenant quasiment systématiquement en fait, les critères ESG dans nos décisions. Pour donner des exemples, hein, aujourd'hui, nous, on est aussi sous exigence de la BCE en tant que banque. Et la BCE va demander aux banques d'intégrer et de démontrer qu'on intègre bien les risques climatiques à l'octroi, donc dans nos décisions de crédit. Si nous, on intègre ces dimensions, évidemment, on va reporter cette exigence sur nos clients entreprises en leur demandant de démontrer la prise en compte, déjà l'identification de ces risques et la manière, évidemment, dont ils pensent les intégrer, les trajectoires et les plans d'action qui sont définis pour y répondre. Donc finalement, effectivement, ces reporting, de mon point de vue, ça devient un asset hyper stratégique pour l'entreprise. C'est un levier de réassurance et au niveau du risque hein, pour les parties prenantes financières et aussi pour toutes les autres parties prenantes que tu as citées, qu'ils soient collaborateurs, fournisseurs, clients. Donc on voit bien qu'on est sur un modèle complètement intégré avec une ambition globale sur ces sujets. Merci Hélène. Alors maintenant, si on passe un petit peu dans le cœur du sujet de la CSRD, voilà, la partie gouvernance et CSRD, comment ça s'est passé sur l'exercice passé. Donc ce qu'on a vu, c'est on a posé la question voilà, comment les entreprises s'étaient préparées hein, pour mettre en place leur rapport CSRD, leur reporting CSRD. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, au niveau de une majorité ont commencé à mettre en place une gouvernance sur la CSRD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, organiser le projet, impliquer un certain nombre de directions, créer des pilotes. Le deuxième sujet, quand ils ont vu arriver la CSRD, ça a été de mettre en place la mesure de l'empreinte carbone. Hein. C'est, on le verra, un des sujets forcément incontournables de la CSRD, c'est de mesurer son empreinte carbone en vue de mettre en place une trajectoire de décarbonation. Donc ça, c'est vraiment les points principaux et ce qu'elles ont commencé à faire une grosse partie, hein, notamment même les entreprises qui ne sont plus soumises avaient commencé à se préparer. Hein, elles devaient publier en théorie en 2026 sur 2025. 80% avaient déjà commencé leur exercice d'analyse de double matérialité. Donc c'est pour ça aussi qu'un certain nombre veulent continuer à publier de l'information parce qu'elles avaient déjà commencé aussi l'exercice. Elles se sont rendues compte de l'intérêt de cet exercice et donc voilà, de la matière que ça leur apportait et donc de se dire voilà, profitons de ces informations que l'on a pour en faire quelque chose, piloter l'entreprise de meilleure manière, mieux intégrer les risques et puis autant rendre compte aussi des informations en continuant à publier des informations ESG. Ah, pardon, j'ai perdu ma souris. Concernant la gouvernance, donc, ce qui est intéressant, c'est voilà, de voir que 84% des entreprises avaient mis en place une gouvernance RSE pour piloter la CSRD cette année. On était à 59% l'an passé. Donc là, ça s'est vraiment beaucoup structuré au sein des entreprises. Je pense qu'il y a une prise de conscience du besoin de structurer le projet CSRD. Et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est un sujet qui reste plutôt aux mains des directeurs RSE, hein, une grande majorité voilà, qui sont pilotes du projet CSRD, ça reste les directeurs RSE, on observe une forte montée en puissance des directions financières. Donc 85% des DAF sont intégrés, enfin 85% des entreprises ont intégré les directions financières dans les projets CSRD, à même hauteur que finalement les directeurs RSE et que les DRH. Logique, hein, un sujet principal dans la CSRD, c'est aussi le sujet du personnel de l'entreprise. Donc les DRH sont intégrés. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi une montée en puissance assez forte des directions achats dans les projets. Nous, on voit que par rapport à l'an passé, où on était vraiment très rarement, les directions achats avaient été impliquées, là, elles sont montées quand même à hauteur de 63% dans les entreprises. Nous, ce qu'on constate, c'est que voilà, quand on va parler de l'analyse des risques, impact, opportunités, c'est dans les opérations propres, mais aussi au sein de la chaîne de valeur.
chaîne de valeur amont, forcément les fournisseurs. Donc, qui mieux que les directions achats pour savoir quels sont les sujets à risque, où ils sont à risque chez les fournisseurs, et finalement comment j'évalue aussi derrière mes fournisseurs, comment je fais l'évaluation des fournisseurs à risque. Donc, grosse montée en puissance aussi des directions achats dans la CSRD, auprès des DAF et directions RSE. Ce qu'on constate aussi, ce qui est intéressant, c'est justement, est-ce que finalement les instances de gouvernance sont formées ou à minima sensibilisées sur les sujets RSE. On voit aussi une amélioration, une augmentation des instances de direction formées et sensibilisées sur ces sujets RSE. On l'a vu, c'est un sujet, les entreprises ont compris que c'était un sujet de transformation du modèle d'affaires. Pour ça, il faut que les directions comprennent bien le sujet et donc une augmentation forcément des sensibilisations. Et si ce n'est pas encore fait ou planifié, beaucoup ont prévu de le faire prochainement. Donc finalement, il y a très peu d'entreprises qui ne prévoient pas de sensibiliser ou de former leurs instances de direction. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les thématiques de formation principaux, c'est le changement climatique, sujet incontournable maintenant, et aussi pour les discussions avec les parties prenantes externes. Et la CSRD, le reporting, c'est le deuxième sujet du fait de la complexité aussi. Qu'est-ce que c'est que cette CSRD? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Comment je comprends le sujet? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et donc, ça a fait partie des grandes thématiques de formation et de sensibilisation des instances de gouvernance. Et peut-être justement, en point de LCL, vous, est-ce que vous constatez peut-être une montée en compétence des instances de direction? Oui, effectivement, nous, depuis plusieurs années, on a vu cette évolution de prise de conscience et de compétences aussi sur ces sujets par les directions générales. Et on le constate au travers d'éléments très factuels. En fait, quand on soumet des questionnaires ESG auprès de nos clients entreprises, il y a quelques années, on s'adressait potentiellement aux directeurs financiers, aux dirigeants. Ils nous disaient oui, allez voir un tel, il vous répondra. C'est limite si on ne demandait pas à la stagiaire de répondre aux questions ESG. Et ces dernières années, on a vu vraiment un renforcement de la prise de position du dirigeant parce que c'est devenu un sujet vraiment stratégique. Quand on lui demande sa vision finalement du développement de son entreprise à 5-10 ans, on ne peut plus seulement regarder la dimension financière ou la trajectoire commerciale. Et évidemment, le dirigeant comprend aujourd'hui que les vulnérabilités auxquelles son entreprise peut être confrontée, que ce soit des risques climatiques, je prends l'exemple de sécheresse, pénurie d'eau ou inondation, ça a un impact réel sur le modèle économique de son entreprise. Et ça, aujourd'hui, nous, on le constate, les dirigeants, au moins des ETI, l'ont parfaitement intégré. Et consacre aujourd'hui, même sur 1 heure d'entretien, on peut dire que ça occupe 30% du temps aujourd'hui, ces sujets ESG, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, il y avait un autre point qui me faisait réagir. Est-ce qu'on constate aussi que les directions financières prennent une part plus importante? Oui, de la même manière. C'est pas qu'ils ont remplacé les directions RSE, c'est vraiment un dialogue finalement à deux parties. Les directions RSE souvent insufflent le mouvement, sont en veille aussi, identifient et analysent les textes et les sujets finalement d'opportunités qu'il peut y avoir. Et les directeurs financiers l'intègrent complètement comme un critère de performance de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important et plutôt très positif. Merci Violaine. Effectivement, on n'a pas mis tous les résultats de l'étude, mais on posait aussi la question des rémunérations indexées sur des critères ESG. On a vu une amélioration. Au niveau maintenant des exigences, donc vraiment rentrer dans le détail de la demande de la CSRD. Donc les entreprises qui ont mené leur analyse de double matérialité, ça c'est sans grande surprise. On avait déjà des résultats à peu près similaires l'an passé. Les 3 grands sujets qui ressortent comme matériel pour quasiment toutes les entreprises: le changement climatique, la conduite des affaires et le personnel de l'entreprise. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le sujet conduite des affaires, en fait, l'an passé, c'était un des sujets principaux, mais il était un petit peu plus loin derrière le changement climatique et personnel de l'entreprise. Et cette année, il a bien remonté. On constate aussi que globalement, les sujets sont un petit peu plus matériels que l'an passé. Ça, je pense que c'est aussi
une question d'appropriation des sujets par les entreprises. L'audit est passé par là, donc peut-être qu'il y a eu des discussions avec l'auditeur, peut-être pour remonter dans certaines entreprises la matérialité de certains sujets. En revanche, ce qu'on constate, c'est que le nombre au final d'impacts risques-opportunités qui sont matériels reste en moyenne autour de 50. Alors, on a un minimum qui est à 10 IRO, un grand maximum à 155. Là, ça, bon courage pour l'entreprise, je pense, pour piloter ces 155 IRO. Mais globalement, on est autour d'une cinquantaine d'IRO. Voilà, à piloter derrière par les entreprises, réparties bien évidemment dans différentes directions. Ce qui veut dire qu'une fois qu'elles ont identifié ces IRO, elles vont avoir un certain nombre de data points à publier, donc des indicateurs à publier. Et là, ce qu'on voit, c'est globalement une majorité sont entre 500 et 750 data points à publier sur les 1200 possibles, je rappelle, dans la CSRD. Sachant que juste après les autres, c'est plutôt entre 250 et 500. Donc on va avoir une grande majorité des entreprises qui vont se situer entre 250 et 750. Avec Omnibus qui va passer par là, on sait que le nombre va être très fortement réduit. Et notamment, ce qui va être réduit par Omnibus, c'est la part des indicateurs qualitatifs. Et on voit qu'en fait, justement, c'est sur le graphique de gauche, on avait beaucoup d'entreprises, plus de 50% des entreprises qui publiaient à minima 50% d'indicateurs qualitatifs. Donc la part du qualitatif était très importante dans les indicateurs à publier. Avec Omnibus, ça va vraiment beaucoup se restreindre pour les entreprises. Donc, avec un focus sur le quantitatif. Donc ça va être des rapports qui vont forcément être un petit peu différents de ce qui a été publié cette année, parce que plus de quantitatif, et donc un focus aussi sur la fiabilité de la donnée probablement à venir. Peut-être le premier sujet qui est ressorti, c'est le changement climatique, et donc un focus sur le sujet carbone. Qu'est-ce qu'on peut constater au sein des entreprises ? Alors, qu'est-ce qui ressort de l'étude sur le sujet carbone ? Premier point, sur l'évolution du calcul des émissions indirectes, donc le scope 3 pour ceux qui découvrent le sujet. On voit qu'aujourd'hui, on a la quasi-totalité des entreprises qui mesurent leur scope 3. C'est-à-dire qu'on a 90% des sociétés qui le mesurent. Il y a eu un pic d'augmentation entre 2021 et 2022. Sachant qu'aujourd'hui, la part des entreprises qui ne mesurent pas leurs émissions, c'est surtout soit les entreprises de la vague 2, soit les entreprises qui ne seront jamais soumises à la CSRD. Le deuxième point que je trouve très intéressant, c'est sur les trajectoires carbone. Donc, entre 2024 et 2025, on a une augmentation du nombre d'entreprises ayant une trajectoire compatible 1,5 degré. Donc, on passe de 36 à 44%. On a également une augmentation légère sur les trajectoires bas carbone en tant que telles, sans avoir l'engagement 1.5, sachant que, pour vous ayez la comparaison, en 2023, c'était seulement 13% des entreprises qui avaient une trajectoire valide 1.5. Donc il y a eu un pic du bilan carbone entre 2021 et 2022, et 2 ans après, on voit qu'il y a eu un pic au niveau des trajectoires bas carbone. Donc ça, c'est le premier point intéressant, et sachant que les entreprises qui ne souhaitent pas en faire diminue au fur et à mesure. Et donc, c'est probablement quelque chose qui va devenir commun sur les 1 ou 2 prochaines années. Ensuite, si on passe sur la slide d'après, donc là, c'est sur le prix interne du carbone. Donc aujourd'hui, c'est encore assez peu utilisé. On était à 11% l'année dernière, on est à 13% cette année. Sachant que, bien évidemment, la plupart des entreprises qui introduisent un prix interne du carbone sont de très grandes entreprises. Et c'est souvent des prix, on va dire, qui ont été évalués en interne. Ils ne reprennent pas forcément le prix du marché carbone. Donc c'est des prix internes pour évaluer la rentabilité des projets de décarbonation. Et autre point intéressant, c'est qu'on voit des entreprises ayant des prix internes du carbone différents entre le scope 1 et 2 et le scope 3. Souvent 2 tiers inférieurs pour le scope 3 parce que forcément les projets pour le scope 1 et 2 sont souvent beaucoup plus rentables dès le début, vu qu'on est sur de la consommation énergétique. Peut-être le point de vue de LCL sur ces sujets. Oui, et ça va me permettre de rebondir sur les financements indexés, puisqu'effectivement, donc en tant que banque, LCL soutient et accompagne finalement ses clients aussi en les incitant à préparer des trajectoires, et ça se traduit par des financements qui sont indexés sur l'atteinte de KPI, d'indicateurs de performance ESG qu'ils ont définis avec nous, banquiers.
Le premier critère, celui qui est socle dans ces indicateurs ESG, c'est le bilan carbone en fait. Le point de départ, une entreprise qui n'est pas en capacité de faire son bilan carbone et de se fixer une trajectoire de décarbonation, alors on ne discute même pas des KPI suivants qui, eux, peuvent être ensuite beaucoup plus sur mesure et propres à un secteur d'activité ou à une entreprise. Après, chaque entreprise se définit une trajectoire qui peut être plus ou moins ambitieuse. C'est ce qu'on voit aussi dans l'étude. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, une fois qu'on y a goûté et que l'entreprise donc, a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, il y a un niveau de maturité aussi et de professionnalisation qui s'acquiert. Et donc, l'exigence progresse année après année. Et nous, c'est ce qu'on voit aussi, parce que quand on conseille nos clients, on aime bien aussi s'approprier les sujets chez nous. Et donc, on a, nous aussi, chez LCL, une trajectoire de décarbonation avec un objectif de moins 50% d'empreinte carbone entre 2018 et 2030. Et pour aller plus loin et pour partager les fruits de ces efforts avec tous nos collaborateurs, c'est même un boost dans la participation, intéressement chez LCL. Donc, on voit à quel point c'est un sujet en fait, d'impact très concret, très mesurable et qui embarque vraiment le collectif. Merci Violaine. Un point maintenant sur la data et le logiciel de reporting. La data, pour rappel, c'était la première difficulté rencontrée par les entreprises dans la mise en place de la CSRD. Donc ça vaut le coup de faire un focus là-dessus. On a posé la question de est-ce qu'il y a une gouvernance de la data, justement, au-delà d'une gouvernance CSRD pour justement bien gérer ce sujet. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas encore un sujet qui est dans toutes les entreprises. C'est un sujet, voilà, on a à peu près 65% des entreprises qui en ont une ou qui prévoient d'en mettre une, mais il y a encore 35% des entreprises qui ne prévoient pas de mettre en place de gouvernance de la data. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on voit qui est primordial, surtout dans des entreprises complexes. Les entreprises ne savent pas encore parfois où sont toutes les données. Une majorité parfois de données dans Excel. Donc c'est sûr que il faut faire cet inventaire, il faut regarder où sont les données, il faut savoir qui est détenteur de quelles données, comment faire remonter la donnée, qui va valider la donnée derrière. Et ça, voilà, ce sont les entreprises plutôt plus matures qui ont bien compris ce sujet. Les entreprises qui le sont moins n'ont pas encore bien identifié qu'il fallait mettre en place cette gouvernance de la data pour faciliter, fluidifier la remontée d'informations. Les entreprises qui ont publié cette année donc, se sont fait auditer. Et donc, la question était, finalement, quels ont été les retours des auditeurs que vous avez reçus? Alors, 42% d'entreprises n'ont eu aucun retour de leur auditeur. L'audit s'est bien passé a priori. En revanche, le sujet principal, et on en revient encore une fois à la data, c'est la qualité des données quantitatives. 29% des entreprises, donc un tiers des entreprises, ont eu des remarques de leurs auditeurs sur ce sujet de remontée de la data et de la qualité de la data publiée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a encore des points un peu obscurs sur c'est quoi les bonnes définitions, c'est quoi la source de la donnée, c'est quoi le processus de validation de la donnée. Ce qui fait que la donnée, au final, on n'est pas sûr qu'elle est complètement fiable et robuste. Donc ça, c'est justement encore un point à croiser avec la qualité, la gouvernance de la data qui a pu être mise en place. Et peut-être un point sur justement cette data carbone. Voilà. Alors un point rapide sur la data carbone. Donc aujourd'hui, on a posé la question de comment était mesurée l'empreinte carbone au sein de ces entreprises. À ma grande satisfaction, la solution désormais la plus utilisée, c'est l'utilisation d'un logiciel dédié, avec 37% des entreprises qui utilisent un software dédié à la mesure d'empreinte carbone. La deuxième méthode la plus utilisée, c'est l'appel à un cabinet de conseil. Donc on externalise cette partie mesure d'empreinte carbone. Et on a toujours un peu moins de 30% des entreprises qui le font via des outils Excel. Sur la partie trajectoire, là, néanmoins, on est encore toujours sur des trajectoires pilotées en interne, principalement via des Excel, avec encore une grosse partie des cabinets de conseil qui représentent entre 20 et 30%. Pour la partie Excel, c'est entre 40 et 50. Et on voit également une croissance de la partie outils qui représente désormais 20% de l'outillage des entreprises sur cette partie pilotage de trajectoire. Merci Thomas.
Et dernier point, avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, c'est finalement les publications des informations. Donc on a posé la question aux entreprises, voilà, est-ce que vous avez réussi à publier toutes les informations que vous deviez ? Eh bien la réponse est majoritairement quand même, en partie non. 46% des entreprises en fait ont dû finalement s'arranger avec les informations qu'elles devaient publier parce que les données n'étaient pas forcément disponibles. Par exemple, parce que les définitions qu'ils avaient en interne n'étaient peut-être pas celles qui correspondaient à la CSRD. Donc au final, il y a eu quand même de l'adaptation par rapport à ce que les entreprises auraient dû publier. Donc c'est aussi des discussions qu'elles ont dû avoir avec leurs auditeurs en disant voilà, moi j'ai cette information, c'est pas exactement ce qu'il faudrait, mais ça répond à la question est-ce que c'est bon ou pas. Mais voilà, donc encore une difficulté aussi à bien comprendre l'information et surtout derrière à la diffuser. Changer une manière de collecter un indicateur, ça veut dire reformer les personnes, changer potentiellement les process de reporting. Donc ça prend du temps. Faut apporter une culture aussi des indicateurs à collecter. Et donc c'est pas forcément évident pour les entreprises. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on a la moitié des entreprises qui, au final, ont fait face aussi à des réticences de la part de la direction, parfois à publier un certain nombre d'informations. Parfois parce que l'information était manquante, donc c'est sûr que c'est un peu difficile de dire on va être obligé de publier. Non, je n'ai pas cette information, surtout quand ça se répète beaucoup de fois parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas adressés par l'entreprise. Mais aussi parce qu'il y avait le sujet de la confidentialité de certaines données. Donc ça, Omnibus va venir renforcer la possibilité de garder certaines informations confidentielles potentiellement. Et le dernier point pour lequel les entreprises pouvaient être aussi réticentes à publier de l'information, c'est je vais publier, mais je ne sais pas ce que vont publier mes concurrents. Je ne sais pas finalement comment je me situe par rapport à mon secteur et donc je n'ai pas envie de donner trop d'informations parce que si finalement mes données ne sont pas très bonnes, je n'ai pas envie que ça se voit trop. L'avantage, on va dire, c'est qu'avec les publications de cette année, maintenant les entreprises vont avoir plus d'informations de la part de leurs concurrents et donc devraient savoir justement où elles se situent, ce qui devrait peut-être amener une petite émulation pour essayer de s'améliorer sur ces sujets. On le verra. Peut-être avant de vous laisser la parole, si une réaction sur ces points. Oui, juste un petit point. Effectivement, nous, c'est ce qu'on constate aussi quand on demande de la data finalement à nos clients. Parfois, on demande à 2 personnes différentes, on n'a pas la même donnée. À leur décharge, on peut aussi balayer devant notre porte. Les banques n'ont pas encore harmonisé non plus les données qu'elles demandent aux clients entreprises. Donc, un client va nous dire, mais moi, en fait, pour peut-être 15 sujets, je vais avoir 200 données à collecter et à garder pour répondre aux uns et aux autres. Donc, il y a un vrai défi, un vrai enjeu à fiabiliser la donnée côté entreprise et à harmoniser aussi les exigences, évidemment, des parties prenantes. Ouais. Merci beaucoup. Alors maintenant, la parole, si vous avez des questions sur cette étude, sur les principales conclusions que nous avons, n'hésitez pas. Nous avons un petit peu plus de 5 minutes pour vous répondre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui passe. Alors je pense qu'on va pas pouvoir répondre à tout le monde vu le nombre de mains levées, mais on va essayer. Patricia Savin, auditrice de durabilité. Merci pour cet exposé. J'avais une question très précise. Est-ce que les entreprises anciennement soumises à la DPEF, donc plus de 500 salariés, mais moins de 1000, toutes à 100%, elles vont continuer à faire un rapport VSME? Alors ça, il faudra que je regarde dans le détail, mais on avait une grande majorité des entreprises qui déclaraient vouloir continuer à aller sur la VSME. 83% des plus soumises déclaraient vouloir continuer. En revanche, ce n'était pas forcément celle de la première vague, j'ai plus le chiffre en tête, mais probablement beaucoup. Nous, on le voit dans nos clients, on a une entreprise qui est soumise, parce que c'est une entreprise cotée, donc depuis la loi NRE, depuis 2002, mais qui est moins de 1000 salariés, ce qui veut dire que potentiellement, dans 2 ans, elle n'a plus de rapport à faire alors qu'elle en fait depuis 2002. Bon, je pense qu'elle va continuer, ne serait-ce que pour ses investisseurs et ses parties prenantes. Donc une majorité de celles qui étaient soumises à la DPEF vont continuer pour répondre aux attentes de leurs parties prenantes qui se sont habituées à avoir des informations. Bonjour, c'est Liaz Limzak, journaliste pour Care News. À lire les résultats que vous présentez, à vous entendre, on a presque l'impression que le backlash
qui a lieu depuis fin 2023 et Omnibus n'a pas d'impact sur les politiques RSE des entreprises, ou en tout cas sur la CSRD. Est-ce que c'est un constat que vous faites, ou alors est-ce que c'est moins d'ambition dans les reportings, moins d'ambition dans les politiques RSE? Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, effectivement. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises veulent quand même y aller, veulent continuer à avancer. Maintenant, il y a une détente des calendriers notamment. Nous, on a pu le constater. Il y a une période de flottement actuellement. On ne sait pas demain ce que vont être les futurs ESRS. On ne sait pas à quoi va ressembler la double matérialité demain. Donc, il y a une petite période de flottement, mais pourtant, la volonté est globalement là. Parce que justement, les entreprises, ce que je montrais dans les tout premiers slides, elles ont compris que la CSRD, c'était un peu au-delà d'un exercice de reporting, mais que c'était finalement bénéfique pour elles pour se transformer, prendre en compte les sujets. Nous, on le voit quand on restitue des analyses de double matérialité, se dire, oui, bon, ok, on a des risques quand même peut-être un peu plus importants que ce qu'on pensait sur certains sujets. Il faut peut-être qu'on regarde ces sujets d'un peu plus près. Donc, effectivement, il y a une détente du calendrier, un ralentissement, un certain attentisme sur qu'est-ce que va devenir le futur. En revanche, on voit que pour celles qui sont en dessous de 1000, donc on est quasiment sûr qu'elles sont plus soumises, il y a eu un report sur VSME assez important, en se disant, en fait, moi, je veux quand même continuer, je veux quand même publier quelque chose, je veux quand même piloter en interne, parce que c'est pour mes parties prenantes, y compris en interne, mes salariés, y compris mes administrateurs, mes actionnaires, et puis la résilience de mon modèle d'affaires, c'est important de continuer. Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour chacun de vous. Je vais aller assez vite. Pour LCL, vous avez parlé de la formation de vos chargés d'affaires. Moi, je suis directrice durabilité dans un cabinet de conseil et j'ai fait de l'audit pendant 10 ans, Price, Deloitte et KPMG. La question que j'ai pour vous, c'est comment vous les formez? Parce que finalement, j'ai une sœur qui travaille chez Crédit Agricole. Quand je lui parle d'ESG, elle ne sait pas ce que c'est. Donc, quand vous nous dites nos chargés d'affaires sont formés, quel type de formation et comment vous assurez qu'ils sont au niveau? Donc, ça, c'est pour vous. Ensuite, pour vous, sur une des thématiques de sensibilisation que vous avez évoquées, vous avez mentionné la durabilité à 4%. Nous, la durabilité, on intègre, en fait, pour moi, c'est tout ce qui est reporting, gouvernance. Qu'est-ce que vous mettez derrière le thème durabilité qui finalement était qu'à 4%? Parce que pour moi, c'est l'ensemble. Et enfin, pour vous, j'avais une question sur le bilan carbone, notamment les prix internes du carbone là, qui sont fixés par les entreprises. Quel benchmark on a à l'extérieur pour s'assurer que finalement on n'est pas déconnant, qu'on n'est pas complètement décalé, et comment est-ce qu'on l'appréhende pour les entreprises, par exemple du luxe, qui sont assez particulières? Je vous remercie. Allez, alors je commence par la première question. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un gros défi. La formation, et même à certains niveaux, ça dépend des postes, on va parler de sensibilisation aux enjeux ESG. Sur les entreprises, en revanche, nous, on a un dispositif ultra robuste qui consiste en fait à vraiment, c'est des heures de formation obligatoires. Là, on est en train d'intégrer la prise en compte des risques climat dans les parcours finalement d'analyse avant de faire un dossier de crédit. On vient de faire 300 heures de formation dédiée en présentiel auprès des chargés d'affaires. Donc ça, c'est très concret. Et c'est des dispositifs qu'on met en place en fait et qu'on duplique dans chacune des directions entreprises en national pour que nos chargés d'affaires soient les plus aguerris possibles face à leurs clients. Et ensuite, on a l'équipe de 25 professionnels experts solutions durables qui peuvent venir en appui et qui, eux, c'est leur métier à 100%. Donc en général, ça se passe très bien. Pour répondre à la question sur les sujets donc, de formation, il y avait la thématique durabilité. En fait, ça veut dire que les entreprises forment finalement à la RSE en général. C'est quoi le développement durable? C'est quoi la RSE? C'est quoi ces sujets? Pourquoi il faut les prendre en compte? Donc, c'est plus un aperçu, on va dire, général de c'est quoi la RSE, alors que les autres thématiques qui étaient au-dessus, c'était plutôt des focus sur certains points en particulier. Voilà, et sur le prix interne du carbone, alors aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a vraiment de benchmark. En fait, aujourd'hui, quand une entreprise implémente un prix interne du carbone, elle le fait rarement seule. Elle va travailler avec un cabinet de conseil qui va la conseiller, et eux, ils ont un petit peu leur méthodo pour définir un prix du carbone qui ne soit pas trop pénalisant, mais qui soit quand même incitatif pour lancer des actions. Et c'est vrai que j'ai oublié de mentionner cette information, mais donc aujourd'hui, on a demandé quel était le prix interne du carbone aux entreprises qui ont répondu à l'étude. Et en fait, on est entre 10 et 100 euros
la tonne, donc c'est quand même assez large, mais on est quand même plus proche du 100 que du 10. Donc les entreprises sont quand même lucides et essayent plus d'aller voir les prix du marché carbone pour fixer le leur. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière question. Ouais. Une toute dernière question, alors, s'il y a quelqu'un qui... Bonjour et merci. J'avais une question très rapide sur la contribution de la direction juridique au RSE, parce que vous aviez évoqué la montée en puissance des achats, mais pas du juridique. Alors, je vais reprendre mes notes parce que là, je vous avoue, je ne connais plus par cœur. Le juridique, nous, on le croise de temps en temps parmi les directions avec lesquelles on travaille. Mais j'ai plus le chiffre en tête exactement. Je crois que c'était 28%, ça m'avait interpellé. 46%. Ah, 46%. 46%, ouais. On le voit, nous, effectivement, justement, parce que comme c'est un rapport réglementaire, qu'il y a un certain nombre de responsabilités quand même autour de ce sujet. Les directions juridiques sont embarquées dans ces sujets, effectivement. Ils sont rarement leaders sur ces directions. Mais en tout cas, voilà, ils s'assurent que... et puis il y a certains sujets, notamment de conduite des affaires, qui peuvent concerner aussi le juridique. Donc c'est pour ça qu'on les croise de temps en temps, effectivement. Bon, eh bien écoutez, si il y a d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas à nous retrouver sur notre stand. Merci aux participants. Merci beaucoup.